Allô? 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 Monsieur Larry? Bonjour, Maître Labossière. On vous Bonjour. reçoit. Oui, oui. Ah, ok, d'accord. Bonjour, madame. Ça va bien? Bonjour. Oui, oui, ça va bien. Le modérateur, peut-être il a un problème avec son micro ou Non, il son n'y a pas de son ne problème. passe Non, j'ai pas. vu Il ça, est en oui. train de, oui, il est en train de gérer tout ça. Ok, je suis là de toute façon. D'accord, Je parfait. vous entends. D'accord. Allô, Maître Termitus? Oui, Ah, ok. Bon, Même là. Maître Termitus, vous n'avez pas de son. Maître Termitus, on ne vous reçoit pas. Allô?
Je suis là, oui. Allô? Oui, maître. Allô? Oui, Ok. monsieur Terminti, vous avez le micro en ce moment. Oui, je ne sais pas. Yeah, vous avez le micro parce que j'ai vu ça, j'ai vu votre micro. OK, donc elle pensait que votre micro n'était pas en activité, mais ça marche, je vois. De toute façon, je vous attends, moi. Vous me ferez signe. Vous me ferez signe pour commencer. Là, je vous lis quelque chose que j'ai pris dans un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre de Gérard Cornu. Il a écrit: si le droit constitue un ordre, un système juridique, cet ordre n'est ni immanent, ni statique. Il naît, il s'accomplit, il devient naissant, mouvant, mortel. Il est une origine, un développement, une destinée, bref, une histoire. Dans sa création, sa communication, sa réalisation, l'ordre juridique apparaît comme un phénomène de la vie sociale. Là, je viens de vous citer Maître Gérard Cornu dans son introduction au droit, 13e édition, Mon Chrétien, page 14. Donc, pour lui, le droit, c'est un système qui n'est pas statique. C'est un système qui naît, qui s'accomplit et qui devient. Un système naissant, mouvant, mortel, qui a une origine, un développement et une destinée. Donc, ce sommet s'inscrit dans la mouvance du droit, dans un souci de développement du droit, dans un souci de changement, dans un souci d'épanouissement. Donc,
Dans un premier temps, vous pouvez avoir un système juridique qui commence à produire, bien sûr, des effets, des résultats, mais un constat ou bien des situations exigent qu'on arrive à des modifications, à des changements dans ce système. Ainsi, nous allons aborder aujourd'hui ce sujet avec maître, alors, le PhD, docteur Eddy Labossière, comment combler le vide juridique pour maintenir, la stabilité, la sûreté du système financier et de l'économie en Haïti. Il faut le rappeler, puisque le sujet a un volet économique, si vous le regardez bien, un aspect juridique, et surtout, on a pris certains éléments clés que je peux même appeler des piliers de l'économie. Mais oui, parce que je me souviens quand j'étais en train d'étudier à l'Université Laval dans un cours d'analyse économique, on nous a parlé des 4 piliers, des 4 caractères d'une économie qui marche. On a parlé de stabilité, d'efficacité, d'équitabilité et de durabilité. Aujourd'hui, le professeur va vous parler de comment combler le vide juridique pour maintenir la sûreté et la stabilité du système financier et de l'économie en Haïti. Donc, déjà, vous le savez très bien, le problème économique, comme on le dit souvent, je ne vais pas prendre, n'est-ce pas vrai, le développement du professeur, mais surtout, je vous fais un petit rappel, c'est quand même la rareté. On dit que c'est la rareté. Le professeur va vraiment vous entretenir. Vous allez vraiment être satisfait, je vous assure, de son intervention. Et je vous présente, mes chers amis, le professeur qui est déjà avec nous, docteur Eddy Labossière. Mais avant, je dois vous présenter, professeur, pour que au moins vous savez avec qui vous avez affaire. Docteur Eddy Labossière est titulaire d'une licence en génie civil de l'Université d'État d'Haïti, d'un MBA de l'Université de Montréal au Canada, d'une maîtrise en économie de l'Université internationale de Floride et d'un doctorat en économie de l'Université de la ville de New York, CUNY, conjointement avec l'Université des Antilles en Guadeloupe. Il enseigne la gestion des opérations de la production, la théorie de la réparation, la macroéconomie dynamique, la finance internationale, la finance du marché, la finance personnelle et également le management dans plusieurs universités. Il est aussi auteur et publie plusieurs articles scientifiques, notamment dans la revue de l'Association haïtienne des économies. Pendant longtemps, il a fourni des services de conseil au Parlement haïtien et à la Banque centrale. Donc, vraiment, vous avez quelqu'un avec la capacité de traiter ce sujet. Donc, il est actuellement membre du Conseil scientifique de l'Université d'État d'Haïti et membre du cabinet ministériel. Par exemple, je peux citer par exemple MEF, MAE, MPCE, ministère de la Planification. Donc, au sommet, aujourd'hui, il va débattre avec nous comment combler le vide juridique pour maintenir la sûreté et la stabilité du système financier et de l'économie en Haïti. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir avec moi professeur Eddy Labossière. OK, merci bien, Monsieur Termintus, pour cette présentation. Et je remercie d'abord le comité organisateur du sommet international sur la modernisation du droit haïtien. Je pense que ça tombe très bien à l'occasion de la 36e année de la Constitution de 1987. Donc, je profite pour saluer
les participants et je vais essayer de faire de mon mieux. Peut-être je ne suis pas aussi brillant que le modérateur m'a présenté, mais je Vous l'êtes. vais travailler un petit peu. Je ferai de mon mieux pour faire une bonne présentation, pour vous permettre de cerner, de comprendre la problématique et la problématique qui se pose, si vous voulez, au niveau même du sujet, parce que mon sujet, c'est finalement, quelque part, le vide juridique devant assurer la sûreté et la stabilité du système financier en Haïti. C'est ça le sujet. Et j'ai envoyé pour vous le plan de ma présentation. Je ne sais pas si M. Terminus va vous le présenter, mais je vais vous lire ça rapidement. Mais avant même de vous présenter le plan de ma présentation, parce que j'ai tenu à avoir un plan pour que vous soyez capable de suivre très bien le fil Ariane de ma présentation, le fil conducteur, et j'ai dû apporter une petite modification. Parce que ce n'est pas seulement le système, ce n'est pas seulement, si vous voulez, et le vide juridique, ce n'est pas seulement la dimension juridique qui va nous permettre d'avoir une certaine stabilité du système financier et du coup le développement économique et social d'Haïti. Il y a d'autres éléments, et il y a d'autres éléments qui sont là aussi. Par exemple, si vous voulez, la gouvernance institutionnelle de ce pays. Si la gouvernance institutionnelle n'est pas bonne, je peux bien avoir si vous voulez, un système juridique sans vide et que l'économie n'arrive pas à marcher et l'économie n'arrive pas à retrouver son équilibre. C'est pourquoi je dis un petit peu, pas beaucoup, modifier mon sujet pour insérer là-dedans cette dimension de gouvernance institutionnelle et la dimension administrative de la question. Donc, mon sujet, le sujet finalement que je vais traiter est le suivant. Comment combler le vide juridique, administratif et institutionnel pour maintenir la sûreté, la stabilité du système financier d'Haïti. Mais ça n'a pas, comment je peux dire ça? C'est pas comme dans un vacuum. Donc, si je veux tenir la stabilité du système financier haïtien, bien sûr, il faut éliminer autant que possible ces vides juridiques, mais c'est vers une finalité. La finalité serait de faciliter le développement économique et social de ce pays, avoir dans ce pays de vrais moteurs de croissance économique qui n'existent malheureusement pas. Donc, je laisse moi au point de vue le sujet et d'une façon un petit peu beaucoup plus, je dirais, complète, comment combler le vide juridique, administratif et institutionnel pour maintenir la sûreté, la stabilité du système financier d'Haïti et du même coup, faciliter le développement des PME, de l'entrepreneuriat qui sont des moteurs de croissance. Donc, si vous voulez, à l'intérieur de ce sujet, il y a plusieurs thèmes. Il y a d'abord la stabilité du système financier, c'est bien sûr là. Il y a la gouvernance institutionnelle, c'est là. Et au bout de ligne, nous avons, parce que tout ça, c'est pour quelque chose. On ne va pas avoir une certaine, si vous voulez, et combler le vide juridique pour le plaisir de combler. Et le vide juridique, c'est vers une finalité. Cette finalité, bien sûr, c'est la croissance et le développement économique et social d'Haïti. Donc, ce sont les trois termes, vide juridique, stabilité, sûreté et développement économique et social de ce pays. Voilà, je ne sais pas si j'ai éclairé un petit peu vos lanternes sur ce que je vais développer. En tout cas, à l'intérieur du sujet, j'ai précisé trois termes. Super. Donc, le plan, je ne sais pas combien de temps que j'ai. Je peux faire ça dans 1 minute, je peux faire ça dans 1 heure de temps. Ça va dépendre de vous. Donc, mon plan de présentation, un petit peu atypique. Et évidemment, je vais avoir une petite introduction, bien sûr. Et certainement, je vais devoir parler en introduction. Lorsqu'on parle de vide juridique, on veut dire quoi? Et l'importance de la régulation dans le système économique. C'est le premier point. Le deuxième point que je vais développer, c'est le code fiscal haïtien. Et je m'excuse déjà de vous dire, je vais parler du code fiscal haïtien, mais le code fiscal haïtien n'existe pas. Donc, je vais parler de quelque chose qui n'existe pas. C'est dommage. Mais c'est comme ça chez nous. Parce que si ce n'était pas comme ça, aujourd'hui, on n'aurait pas. Et je serai là en présentiel. Je vais développer ça un petit peu plus loin. Le troisième point, c'est la Constitution de 1789. Les textes législatifs sont là dans cette fameuse Constitution, mais faiblesse des textes réglementaires. Donc, il y a des vides juridiques au niveau de cette Constitution déjà qui va fragiliser la stabilité du système financier. Quatrième point, je vais regarder les petites entreprises, parce que je vais parler d'économie un petit peu. Je vais regarder l'entrepreneuriat et je vais regarder le comportement des jeunes entrepreneurs face au cadre juridique des affaires, le code des investissements. Là, c'est 2 points. C'est un point central de ma présentation,
le droit des affaires et le vide juridique et administratif et institutionnel à l'intérieur du droit des affaires. Deuxièmement, je vais prendre le code des investissements. Et là encore, malheureusement, on va avoir pas mal de vide juridique. Cinquième point que je vais développer, c'est ce qui manque, de mon point de vue, dans un domaine économique pour qu'on puisse avoir cette fameuse stabilité. C'est d'abord la problématique, j'ai appelé ça le point 5, loi sur la liberté des prix et la concurrence. Je vais parler de l'autorité de la concurrence. Malheureusement, dans ce pays, il n'y a pas de loi. Loi sur la protection du consommateur, il n'y a pas de loi. L'autorité du marché financier, il n'y a pas de loi. Je vais regarder le cadre légal de la BRH pour que la Banque centrale soit capable de conduire sa politique monétaire et contrôler les banques commerciales. Et il y a des failles. Et je vais parler de la nécessité d'avoir une loi sur les maisons d'assurance. Et certainement, quelque part, je vais mettre l'accent sur la dimension code bancaire. Il faut avoir un code bancaire. Donc, et je vais parler de deux codes, code fiscal, bien sûr, et code bancaire en particulier. Et après, j'arrive à une conclusion. Je ne sais pas si vous avez compris mon plan, mais je l'ai envoyé initialement pour que les gens puissent se focaliser sur le plan et peut-être me suivre d'une façon beaucoup plus pratique. Donc, je commence dans la première partie de l'introduction. En introduction, je précise que moi, je suis un économiste. Je ne suis pas un juriste, malheureusement. Je ne suis pas un avocat. Et peut-être j'ai pas la qualification et la compétence requise pour parler en tant que tel. Donc, il y a des choses que je ne vais pas être en mesure de développer avec vous. Mais dans mon métier d'économiste, je vous assure souvent, je me trouve face à un mur avec l'absence et avec le vide juridique qu'il y a en face de moi et l'impossibilité de résoudre certains conflits. Donc, la problématique du vide juridique en Haïti est très vaste. Donc, c'est ça que je voulais dire au départ. Me demander de parler du vide juridique, c'est un sujet énorme. Donc, vous savez, lorsqu'on est en face d'un sujet énorme, on est obligé de prendre un angle d'attaque. C'est-à-dire qu'on réduit le sujet parce qu'on ne sera pas en mesure de traiter le sujet dans toute sa dimension. Surtout, encore une fois, je ne suis pas un juriste. Donc, ce que je vais regarder surtout, c'est la Constitution de 1987 avec très peu de lois d'application. Ça nuit à l'équilibre. Vous savez, lorsque je prends la Constitution de 1987, qui a été amendée plusieurs fois, mais ça nuit, ça empêche qu'on puisse avoir la stabilité juridique. Et cette absence de stabilité juridique, mes amis, va avoir un impact négatif sur le développement économique du pays. Ensuite, nous allons regarder le code le cadre juridique des affaires. Comment c'est insuffisant, les insuffisances du cadre juridique des affaires. La faiblesse du code des investissements. La loi sur les compagnies d'assurance, il faut avoir cette loi. L'absence de loi sur la concurrence et l'autorité de la concurrence. L'absence d'organismes de défense des consommateurs. Il n'y a pas ce qu'on appelle un gendarme du marché. L'absence d'un vrai code fiscal et d'un code bancaire. Donc, c'est tout ça, si vous regardez quelque part, après ma présentation, on va se demander dans quel pays qu'on vit ici. Est-ce que c'est un pays, finalement, avec tous ces vides juridiques? La Constitution elle-même, je ne vais pas entrer dans la Constitution, ce n'est pas mon domaine. Peut-être je vais vous indiquer 2 ou 3 articles de cette Constitution. Il faudra peut-être modifier si toutefois un jour on doit avoir une révolution constitutionnelle de façon que ça nous permette d'arriver à une certaine stabilité du système financier. Mais je vais vraiment parler du cadre juridique des affaires qui a beaucoup de lacunes et qui bloque le développement de ce pays. Je vais en particulier parler du code des investissements. Ça, c'est 2 éléments importants dans ma présentation, le cadre juridique des affaires dans ce pays et le code des investissements. Ensuite, on va voir les lois qui manquent. Je vais parler de lois sur l'assurance et sur la concurrence. Et il n'y a pas de concurrence en Haïti. Les entreprises sont ou bien les entreprises de monopole ou bien elles s'entendent. Vous voyez comment que Digicel et Natcom s'entendent. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité de la concurrence. Et les gens souvent vous font payer pour des services non rendus. C'est-à-dire, si on vous fait payer, si une banque vous fait payer pour un service non rendu ou mal rendu, mais c'est parce que, mes amis, nous sommes dans un pays, il n'y a pas quelqu'un qui défend les consommateurs. Bah, qu'à demander un relevé bancaire, on va faire rapidement, il faut demander $45 américains. C'est parce qu'il n'y a pas des choses qui protègent les consommateurs. Donc, vous voyez que l'économie, et ne soyez pas étonnés aujourd'hui que l'économie haïtienne soit une économie vraiment faillite. Nous sommes vraiment au creux de la vague. Nous sommes le dernier pays de la Caraïbe dans tous les domaines de l'économie. Eh bien voilà.
l'ensemble de ces vides. Il faut passer jeudi à ouais, bandit pour un pays à l'emmène. C'est à cause de ces vides. Si bandit pour un pays à l'emmène, et m'obliger bien loin mieux, m'a fait conférence là, je ne suis pas capable d'être là en présentiel à cause de ces vides juridiques. Il y a trop de vides. Well, je commence par la définition du vide juridique. Vide juridique, là, je dirais que le vide juridique est une notion qui désigne l'absence de normes applicables à une situation donnée. Dans certains contextes, cette notion se rapproche à une zone de non-droit. Et le vide juridique est aussi parfois une sorte d'imprécision dans la loi, l'absence de loi ou les lacunes dans la loi. Je peux avoir, la loi peut ne pas exister du tout, la loi peut bien exister, mais il y a des lacunes là-dedans, il y a des insuffisances. Donc, tout ça, j'appelle ça vide juridique. Régulation. La notion de régulation est une notion importante pour nous dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'économie. Et on parle souvent de régulation. Lorsqu'il n'y a pas de régulation, c'est un problème. Avoir un fonctionnement régulé va vouloir dire pour nous dans cette présentation, avoir un fonctionnement correct, à un rythme régulier et normal, et veiller à ce que la concurrence s'exerce de manière effective, loyale et durable. Voilà. Et encore une fois, l'importance de la régulation. Vous savez, c'est très important que les législateurs, les hommes de loi de ce pays soient capables de mettre en place non seulement des lois, des normes et des procédures, mais faire réguler toute bagarre. Alors, s'il n'y a pas de régulation, c'est terrible. Je suis en train de regarder en ce moment ce qui se passe aux États. En 2008-2009, il y avait la faillite des banques aux États-Unis. C'est parce que justement, ces banques ne respectaient pas de régulation. Le marché était libre. On a vu des gens et des directeurs de banque prendre des risques insensés avec l'argent des gens. Après 2009, ils sont venus avec ce qu'on appelle la loi microprudentielle, les principes microprudentiels. C'est une loi qui permet de gérer les banques commerciales. Et lorsque je dis la loi ou les principes microprudentiels, lorsque vous êtes une banque centrale, vous gérez les banques commerciales, vous devez regarder le niveau de liquidité de la banque, vous devez regarder les fonds propres de la banque et vous devez regarder aussi est-ce que la banque n'est pas en train de prendre des risques insensés avec le dépôt des clients. Vous savez, donc ils ont mis ça après la crise de 2008-2009. Mais il y a 5 ans de ça, le président des États-Unis est venu, il a éliminé ces contraintes. Mais ça qui va le passer là. Mais je vous dis, avant de ma parole avant la Silicon Valley Bank en Californie a tombé en faillite parce qu'il n'y avait plus de régulation. Il n'avait plus à respecter les normes microprudentielles. Je reprends pour vous, même si vous n'êtes pas des économistes, les normes microprudentielles, ce sont des normes qui permettent à une banque centrale de contourner les banques commerciales. Et les normes microprudentielles sont au moins au nombre de 3. La liquidité, il faut que la banque soit capable d'avoir un niveau de liquidité. Cette banque, et Silicon Valley en Californie, n'avait presque pas de liquidité parce que l'argent est placé sur le marché à haut risque qui donne un rendement élevé parce qu'il y a une relation, si vous voulez, entre le risque et le rendement. Plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé, c'est une relation positive. Donc, il n'y avait pas de régulation. Le président, il y a 5-6 ans aux États-Unis, avait éliminé la régulation. Ouais, je dis, même banque a tombé en faillite. Et je dis, avant de ma parole là, et on panique un petit peu aux États-Unis. Je crains que ne pas rentrer dans une véritable crise bancaire. Donc, c'est absent de régulation. Donc, la régulation est importante. Donc, pour résumer cette petite partie, il ne faut pas qu'il y ait de vide juridique. En tout cas, il faut l'éliminer au maximum d'un côté. Il faut aussi mettre en place des régulations pour empêcher aux gens de ne pas faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas une régulation, on va voir ça sur le marché haïtien. Peut-être que pas personne qui a contrôlé la concurrence. Les gens font n'importe quoi. Ils font des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. C'est comme si vous rentrez dans un market en Haïti où on n'a pas acheté de dollars. Donc, la législation, la loi ne pas permettre de faire ça. Vous comprenez? Ou une licence pour mener une activité bancaire, mais on pas une licence pour acheter de dollars pour le vendre. Et parce qu'il n'y a pas de régulation. Si il y a une régulation, on ne peut pas faire comme ça. D'un côté, de l'autre côté, l'on va envoyer l'argent dans mon cash pour le pas de dire c'est le droit, non? Vous êtes dans la téléphonie mobile, pas de transférer l'argent. Vous voyez, Haïti sont savants liés. Ils entrent dans le business carrément. Et peut-être, probablement, pendant ma parole là, peut-être qu'il y a travail pour entrer dans le business parce qu'il n'y a pas de droit. Même lorsque les lois sont là, mais ils ne pas appliquer parce que maintenant, c'est autorité, ou bien encore,
en situation de corruption avec les autorités. Donc, il fait ça. C'est tout comme si, par exemple, je profite pour donner cet exemple, la DGCL devait déjà mettre la technologie 5G. Oui. Tu as une technologie 5G. Si tu as une technologie 5G là, on va bien toute mise là, on ne pourra pas avec. C'est 3G qui est en Haïti. Il n'y a même pas de 4G. Si le 4G, c'est bluffable. Ils ont la technologie 5. Ils n'ont pas la technologie 5G. Et pourtant, ils n'a comme allé implanter ça. Oui. C'est intéressant pour nous-mêmes qui actuellement, aujourd'hui, travaillent énormément à distance. Mais les autorités, par corruption, se sont entendues avec ces deux institutions de partager l'argent. Jusqu'à présent, avec la 3G ou à la 5G. Bref, le deuxième point, après avoir défini le vide juridique et l'importance de la régulation, je tombe dans le code fiscal. Deuxième point, c'est le code fiscal. Le code fiscal haïtien n'existe pas. Il y a seulement une compilation de textes relatifs à l'impôt, mais ce n'est pas un code fiscal. En Haïti, nous n'avons pas de code fiscal à la vérité. On a une compilation de textes sur la fiscalité ou l'impôt, abusivement appelé code fiscal, avec beaucoup d'insuffisances juridiques. Mais je dis que je laisse ça peut-être aux experts de se pencher sur cette problématique de code fiscal haïtien. Bien que le ministère des Finances vient de présenter à la nation un projet, je bien dire un projet de code fiscal qui sera mis en application en octobre 2024. Si on a un Parlement, parce que c'est il y a des choses, c'est le Parlement qui donne. Je profite pour le dire au passage. Par exemple, le gouvernement n'a pas de budget, c'est le Parlement qui donne le budget qui devient une loi des finances. De même, le pays un individu ne peut pas se permettre de comptes. Un livre, il appelle ça code fiscal. L'État répété code fiscal, c'est le Parlement qui donne le code fiscal. Il faut que ce soit voté au Parlement et dans les deux branches du Parlement, dans le cas d'Haïti. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de code fiscal où on ramasse de textes d'impôts qui fait figure de fausse code fiscal. Lorsqu'on pourrait se ramasser cette accumulation de textes d'impôts, même encore très critiquable, en pile faiblesse. Ça que, entre guillemets, j'appelle le code fiscal haïtien en pile faiblesse. Une première faiblesse qui gagne, ce fameux code fiscal, on va mettre dans le game même, parce que me dit qu'il va exister, nous donne une pression fiscale de 9%. Alors que dans les pays semblables à Haïti, la pression fiscale est égale est au moins de 30%. Code fiscal, nous savons les codes fiscaux, là, une pression fiscale de 9%. Ça veut dire que l'État haïtien ne regarde pas son argent. Il y a une étude qui a été faite qui prouvait que chaque fois que l'État haïtien, à travers la DG et la douane, vient pour entrer 100 gouttes, eh bien, entrer 45 gouttes, 55 gouttes là, elle empoche l'autre monde. Là, elle empoche l'autre monde sous forme d'évasion fiscale, de fraude fiscale, d'évitement fiscal et d'optimisation fiscale. Mais bon, pas un code fiscal, mes amis. Pas un code fiscal, non. Si ce que vous avez appelé code fiscal ne permet pas à l'État d'avoir, si vous voulez, de ramasser suffisamment d'argent pour faire un budget correct, comme le veut même la Constitution de 1987, vous n'avez pas de code fiscal. Et de fait, lorsqu'on rentre dans ce code fiscal encore, vous avez un paquet de petites taxes, je les appelle moi-même des taxes de nuisance. Pas une taxe de 5 gouttes, 10 gouttes, 50 gouttes, ça veut dire. Ça, 5 gouttes de représenté, je veux dire, ça 10 gouttes. Le monde qui fait les pas de mettre comme ça en valeur, ils de mettre d'une façon ad valorem. Et je me suis battu avec ces gens qui étaient en train de préparer ce que sera peut-être demain en 2024 le nouveau code fiscal haïtien. Ne dit pas, et taxe ça, c'est 20 gouttes, 30 gouttes, 40 gouttes. Mettez sur une forme ad valorem. Chaque fois qu'on va faire la loi des finances, on précise. Par exemple, on ne va pas dire pour ne pas le faire nos passeports, thème là, c'est temps. Ça n'a pas de sens. Oui, les gens vont mettre dans la loi pour payer un timbre, et au moment de faire la loi des finances, on va préciser combien il y a. Mais de grâce, il ne faut pas porter dans un code fiscal des montants tels que 5 ou 10, même si c'est 1 million d'euros, pas mettre. Parce que si demain matin, on a une inflation de 400%, on y paie inflation, il faut qu'on tape déprécié, mais on tombe à n'a pas fait sens. Vous voyez, l'intelligence, ils n'ont pas eu cette intelligence en écrivant leur histoire. On a accumulé un certain nombre de textes. Donc, il y a pas mal de problèmes. Dans le code fiscal, là, il y a un paquet de problèmes de taux marginal, de taxation, lui presque uniforme. Il n'y a pas vraiment, même si bon tentative est faite,
et faire distinction au monde qui est très riche avec le monde qui est très pauvre. Pas qu'à le monde très riche, très pauvre là, parce que même taux marginal de taxation. C'est des lacunes qui viennent. Donc, l'évasion fiscale, je dis ça, le code fiscal, les codes fiscaux là, que nous contestons, non, eh bien, favoriser l'évasion fiscale, ça me semble dit tout à l'heure, les favoriser la fraude fiscale, les favoriser l'évitement fiscal. Et, ne parlons pas de l'optimisation fiscale des entreprises. Les entreprises haïtiennes savent non seulement comment faire pour écarter, ça se pratique dans tous les pays du monde. Ouais, un pays tel que les États-Unis, mais ce Trump a été capable de ne pas payer un multimilliardaire. Mais il a pratiqué l'évitement fiscal. Mais en Haïti, l'évitement fiscal est trop facile pour les entreprises haïtiennes. Donc, on ne peut pas faire l'État haïtien perdre de l'argent. Parce que l'État haïtien n'a pas de responsabilité. Il y a l'hôpital pour l'occuper, il y a l'éducation pour le bail, il y a tout bagage pour le faire. Il n'y a pas qu'à rentrer l'argent. Et je vous ai dit très clairement, à cause de l'inexistence d'un bon code fiscal et avec des autorités, au point de vue de la gouvernance capable de mettre ça en application, nous allons pour qu'il s'appelle loin, toute cette dimension de la corruption qui va empêcher, fait que l'État va rentrer l'argent pour rentrer. La pression fiscale, ça son honte pour ce qu'on appelle le code fiscal haïtien. Il y en a qui écrit là, bon, bah, on est. De toute façon. Et on ne peut pas rester, on ne peut pas vivre avec une pression fiscale de 9%. Il faut que ce soit 30%. Et pour avoir ça 30%, il faut avoir un vrai code fiscal d'un côté, et de l'autre côté, il faut avoir des hommes et des femmes de nos institutions capables d'implanter ce code fiscal. Et vous connaissez très bien, je ne vais pas rentrer dans cette dimension, la corruption nous tue. Oui. S'il y a quelque chose qui explique ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la corruption. C'est malheureusement notre marque de fabrique. Il y a la corruption un petit peu partout dans le monde, oui. Mais on n'a jamais été capable de sanctionner les éléments corrompus. Si vous allez là en République dominicaine, vous voyez qu'ils sont en train d'arrêter des députés et des sénateurs. Dans cette même République dominicaine, vous allez voir des gens qui ont été premiers ministres, même présidents de la République, piller les caisses de l'État. Ils sont là en République dominicaine, tout près de nous. Et peut-être demain, ils vont redevenir président, premier ministre, vice-président. C'est le sort de ce pays. Et puis demain matin, on va saisir qu'on a un bandit dans le pays. Nous avons créé ces bandits. Nous avons travaillé pour avoir ça. Constitution de 1987. Je prends mon troisième point. Constitution de 1987. Il y a un drame dans cette constitution. Nous savons que la constitution contient des articles qui donnent des énoncés globaux, qui établissent les grands principes sur le plan législatif. Ensuite devait venir les textes réglementaires. Ce sont ces textes réglementaires qu'il n'y a pas. Beaucoup ont un problème constitution, non? Constitution n'a pas un problème. Mais que texte qui vont accompagner. J'ai travaillé avec un sénateur très populaire jusqu'à aujourd'hui au Parlement, parce que j'ai eu la chance d'être consultant dans les deux branches du Parlement, les députés et les sénateurs. Effectivement, on était en train d'identifier dans la Constitution des textes de loi économiques et financières qui devaient accompagner la. Même si les a fait politique plutôt, ceux qui étaient un peu contre moi, donc ça va la pas jamais fait. Nous avons identifié dans la Constitution de 1980 pas mal d'articles. Et bien, il y a bon article, oui, mais il n'y a pas une loi d'accompagnement. Je vais prendre 2 ou 3 exemples pour me paraître trop long, on va parler d'autres bagailles, parce que la Constitution sont des rames liées. Le vide juridique ne se trouve pas peut-être tout à fait dans la Constitution, sauf peut-être un point de point. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à la Constitution. Mais ce qu'on doit reprocher, c'est que les législateurs, nos députés, nos sénateurs, et même l'exécutif, le chité fait loi, n'a gueulé au Parlement, c'est l'argent à compter. Un jour, je démontrais à un député que l'État haïtien dépense pour vous 12 000 $ américains par mois. Je me suis dit, mais on n'est pas vraiment cher. On dit, rien de problème. On fait calcul là. Et monsieur, moi, presque arrivé sur 12 000 $. La même chose pour les sénateurs. La République dépense pour un sénateur 14 000 $ américains par mois en moyenne. La même chose, je fais les calculs, voici, monsieur. Vous comprenez? Eh bien, mes amis, on ne peut pas payer un monde tout comme ça. Il ne faut pas même qu'on lit. On ne peut pas faire ça à la République. Il faut acheter une machine 150 000 $ à l'année. On ne peut pas faire ça à la République. Vous allez faire des élections très bien. Mais vous allez reproduire les mêmes bêtises. Ouais. Constitution. Pour le premier, article 36. Propriété privée est reconnue et garantie. Oui, on loi sur ça.
Mais loi, ça forme difficile parce que son pays, il y a tellement de dépossession, il y a tellement de vols de terrain. Il faudra faire une loi spécifique pour sanctionner sévèrement les gens qui font ça. L'article 36 de la Constitution. L'article 36.5, bon, ça, c'est de l'ignorance. Moi, je dis correct, je dis oui, correct en Constitution, mais il fallait avoir une loi d'application. L'article 36.5, le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, c'est bien dit, et c'est correct. Mais sauf qu'il y a une dimension économique là-dedans. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'économie bleue. L'économie bleue, c'est cette économie qui consiste à construire des chaînes d'hôtels, des chaînes de restaurants sur le littoral. En Haïti, en pile côté dans le littoral, il y a malheureux qui la donne. Là, avion, pour faire toilette, la virer sur la mer. On va pas faire ça dans le pays. C'est vrai, le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, mais étant donné qu'en pile pays développé, si vous voulez, des chaînes d'hôtels, des chaînes de restaurants sur le littoral, au monde qui a dépensé, on dit plusieurs millions de dollars américains pour construire une chaîne d'hôtels et restaurants, eh bien, il a besoin une forme de droit de propriété. Comment on va l'aménager pour pas quitter, pour aller en République dominicaine. Pendant on va répéter tout le temps, ça, République dominicaine, bah, ça, quand on a dit que l'étranger n'a pas qu'à propriété, alors que ne pas sans propriété, la République dominicaine va faire ça. Donc, à cause de l'économie bleue, il fallait faire une loi qui accompagne le droit de propriété ne s'entend pas au littoral, on est d'accord avec ça, mais il y avait une nuance importante de façon pour pouvoir attirer les investissements vers le littoral. Et ensuite, troisième loi que moi, article en tout cas, le 36.6. Je ne vais pas pour tout le temps parce que je ne vais pas perdre du temps sur ça. Et je peux vous envoyer mon texte et je vais citer peut-être quelques articles que ou bien pas une loi pour eux, ou bien encore faut adapter loi. L'article 36.6 nous dit la loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les mines. Well, nous connaissons si mines nous gagnent là aussi, nous qu'à exploiter les gens pour nous exploiter. Le pays n'a pas ta plan situation que l'IA. Ouais. Il y a des gens qui disent qu'il y a l'eau en Haïti, il y a le pétrole en Haïti, mais bagage ça va rester dans les archives des États-Unis dans 200 ans puis ils viennent exploiter. Donc, des bons présidents d'Haïti viennent parler de mines, viennent parler de mines d'or, de pétrole, de qui a perdu le pouvoir. Ouais, c'est nous-mêmes comme ça qu'on a fait avec le pays. Mais le pays, le sol haïtien est vraiment inexploité. Il faut faire une loi un petit peu appropriée pour contourner certaines choses et pour permettre au pays à mettre les ressources pays à la disposition de ce développement. Il y a énormément de ressources dans ce pays. Il y a même une table qui fait que je vends en Europe, table là faite en marbre, soit marbre là, waouh! Côté au point marbre ça, personne ne va qui est capable d'exploiter le marbre dans ce pays. Et puis, moi, un gros restaurant en Italie. Il y a une table marbre là, belle là. On ne passe pas à mahogany sous lui. Côté marbre ça, sorti en Haïti. On ne peut pas faire ça. Il faut avoir une loi sérieuse sur ça. L'article, c'est l'article 36.6. Il y a d'autres encore. Et il y a la loi 37. Encore, il y a 38 sur la propriété intellectuelle, littéraire, artistique, est protégée par la loi. Quand ça me changeait, les m'appeler l'article 38 là, bon, vie terrible. Il faut être intelligent. C'est pourquoi il faudra peut-être pas avoir soit un code douanier, soit un code fiscal coulé dans le béton, son vide son va avoir actualisé tout le temps. Actuellement, si vous écrivez un livre en Haïti, il est préférable d'aller en République dominicaine pour faire publier. Ça fait ça. Et bien, moun qui a fait librairie, moun qui a fait qui a fait publication maison d'édition, yo pas payé droit de douane, yo pas payé taxe sur papier, sur l'encre, sur tous les produits importés. Pour faire livre, pour faire cahier, pour faire toute qualité bagaille. En Haïti, sur haute taxe. Il faut être intelligent, mes amis. En même temps, on dit la propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi. La loi, ça a tout. Pour ajouter que, on va défiscaliser le secteur.
on va défiscaliser parce que moun qui a fait ça en Haïti, malheureusement, moun ça a commencé à disparaître, mais il n'y a pas pu payer taxe sur papier qu'on a importé qui va le faire livre, avec l'encre qu'on a importé pour faire livre. Il fallait un petit peu dans la loi même, on mettait cette flexibilité et on va regarder peut-être avec pays qui est en concurrence à fort. Je vous dis à son équilibre, moi j'ai peut-être tout travail en République dominicaine. Un libraire ou bien une maison d'édition en République dominicaine fait pour la coûte au très bon marché par rapport aux maisons d'édition haïtiennes. Etc. Il y a des choses sur l'article 63, 75, etc. Je ne reste pas. Et il y a des lois, par exemple, l'organisation et le fonctionnement du conseil départemental, de l'assemblée départementale sont réglés par les lois, il n'y a pas de loi. Et sur les finances publiques aussi. Et il faudra peut-être faire les lois. Par exemple, l'article 220 en finances publiques nous dit aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. D'accord? Les pensions versées par l'État sont indexées sur le coût de la vie. Ouais, vous sont antiques fait. Les pensions versées par l'État sont indexées sur le coût de la vie, mais il faut faire une loi. Et si bon petit pension là, je dis, ah, il est tout petit, on fait tout de pouvoir avec lui. Donc, il faut corriger ça. Et on nous dit encore à l'article 222. Et les procédures relatives à la préparation du budget et à son exécution est déterminée par la loi. Mais il ne faudra pas que la loi soit en contradiction avec la Constitution. Par exemple, il y a la loi, un décret en tout cas, je crois que c'est de mai et 2017, qui dit que le budget de la République, vous votez en article et en titre. Alors que le ministère des Finances, on y a fait un budget qui n'est pas voté le jour du Parlement en article et en titre, c'est ce qu'on appelle un budget programme. Vous voyez, la loi rentre en contradiction avec la Constitution, éventuellement soit une révision constitutionnelle. Il faudra enlever cette partie de la Constitution disant que le budget doit être voté en titre et en article, alors que désormais, le budget sera voté sur une base de performance par programme. 224, il y a un gros problème là. La politique monétaire est déterminée par la Banque centrale conjointement avec le ministère de l'économie et des finances. Parce que là, il faut une véritable révision constitutionnelle. La Banque centrale détermine sa politique monétaire, pas en concertation avec le ministère des Finances, parce que ça va créer ce qu'on appelle la dominance fiscale. Depuis l'État va gagner l'argent, il va dire Banque centrale, en aller avec Jean Bouillère, pour l'argent. On va qu'à faire. Le seul pays qui fait ça, c'est les États-Unis. On va qu'à faire. Donc, ça mérite une révision en termes de constitution, etc. Donc, je n'ai pas besoin de rester sur tout. Il y a d'autres choses encore. Je préfère quitter l'île. Donc, une manière pour moi de vous dire, oui, la constitution de 1987, c'est peut-être pas, ce n'est pas mon domaine du tout, mais ce n'est pas là mon problème avec la constitution. C'est parce que nous n'avons pas été capables, mes amis, de mettre en place les lois appropriées pour permettre effectivement une bonne opérationnalisation de cette constitution et du même coup pour empêcher vide juridique. Donc, ce que j'entends par vide juridique, ce n'est pas forcément la constitution. C'est le fait que les députés et les sénateurs n'ont pas voté des lois qui devaient accompagner, surtout les lois économiques, financées dans l'agriculture et en finances publiques, qui devaient accompagner la constitution de 1987. Donc, on finit à point ça. On y en a un quatrième point. C'est l'entrepreneur PME face au cadre juridique des affaires et au code d'investissement. Là, on va parler de deux bagages. Cadre juridique des affaires. Et cadre juridique des affaires, le code des investissements. Mais tous les deux, il y a un pile vide juridique là-dedans. Il y a un pile problème. Donc, nous posons une hypothèse. Ensuite, nous posons une problématique. Une problématique, l'empathie, ça, que nous essayons de poser. Et qu'est-ce qui empêche, sur le plan juridique, au cadre légal des affaires, en général, et au code des investissements de 2002, en particulier, d'attirer de véritables investissements et de faciliter la création de nouvelles entreprises en Haïti, surtout pour les jeunes, d'aider les PME.
pour arriver à une certaine stabilité financière et la croissance économique dans ce pays. Ça qui a empêché le cadre légal des affaires, le code des investissements, permet d'investissement. Il y a un problème, ça que beaucoup même besoin d'entrer là-dedans, il y a un problème. Vous avez un code légal des affaires, vous avez un code des investissements et les investissements ne sont pas venus. Il y a un problème en quelque part et ce problème n'est pas seulement de dimension juridique, ce n'est pas seulement le vide juridique. Il y a le vide institutionnel, il y a le problème de la gouvernance institutionnelle. Là, nous sommes d'accord tous les deux, le vide juridique et le problème de gouvernance institutionnelle qui manquait, qui pas gagné, même la gouvernance politique et la gouvernance économique absent, une bonne gouvernance qui est absent là. Ce n'est pas seulement le vide juridique qui va créer le problème. Non? Lorsque je peux regarder la gouvernance économique du pays, la gouvernance politique, la gouvernance institutionnelle, il est absent. C'est l'absence de l'ensemble. Même la gouvernance sociale est absente ou environnementale dans le pays est absent. Mes amis, je ne vais pas la guerre là sur le vide juridique. Je ne vais pas faire ça, non? Non, parce qu'un pays qui a échoué avec ses 4 niveaux de gouvernance, mes problèmes n'est pas seulement juridique. C'est pourquoi je me suis dit que je dois un petit peu regarder ailleurs. Et la question de recherche que je me suis posée, je vais vous lire les 2 questions de recherche avant de donner les éléments de réponse. Le cadre légal des affaires comporte des obstacles juridiques qui entravent, eh bien, mes 2 hypothèses de travail. Le cadre légal des affaires comporte des obstacles juridiques qui entravent les activités entrepreneuriales et l'accès au financement en Haïti des PME. Deuxièmement, le Code des investissements de 2002. Malgré les avantages incitatifs, c'est seulement le Code d'investissement. Malgré ces avantages incitatifs de celui-ci, n'est pas adapté aux jeunes entrepreneurs en Haïti et la diaspora et pas permettre de faire venir pour créer business, joindre l'argent puis avancer. Donc, je suis en train de dire que le Code des investissements, il est plus intéressant à donner et que par rapport à rien payé, c'est les avantages incitatifs. Le monde second, soit venir salon entreprise tel côté, il va faire 10 ans, 15 ans, on va payer taxes. Les 10 ans, 15 ans passés, comment ça monde fait? Il change de nom d'entreprise là. Il change de nom d'entreprise là. La vie continue à fonctionner. À bénéficier parce que c'est une c'est une nouvelle entreprise. Et la loi, le code des investissements, au lieu que peut-être les bails et avantage incitatif ça à l'entreprise à lui-même, il y a le bail avec même entreprise. C'est l'erreur dans la loi qu'il faudra peut-être corriger. Donc, pour répondre à ces 2 hypothèses, la première, pas oublier ça lié, c'est la première hypothèse et c'est le cadre des affaires comporte des obstacles juridiques qui entravent le développement du pays. Et deuxième hypothèse, là, c'est le code des investissements, en dépit de toute incitation de bail, il peut attirer l'investissement. Well, eh bien, 2 hypothèses, il y a une recherche qui fait qui permettent de dégager au moins 4 éléments. Premier élément, c'est surmonter les obstacles juridiques, administratifs et politiques. Deuxième élément, corriger les obstacles liés à l'accès aux moyens financiers et non financiers. Troisième, bagaille remarqué, c'est favoriser la disponibilité des ressources humaines. Et quatrièmement, c'est pour promouvoir et encadrer l'entrepreneuriat. Comment surmonter les obstacles juridiques, administratifs et politiques? C'est ça qui est vraiment important. Mais comment on va le surmonter? Et surtout, le code des investissements forme des procédures administratives qui allégent pour faciliter le démarrage de l'entreprise. Donc, on propose d'adapter le cadre juridico-légal fiscal aux spécificités des PME et simplifier les procédures administratives pour la création d'une entreprise. Ça est vraiment, vraiment important. Il faut simplifier. Le premier élément que je peux retenir ici, parce que je dis que la chose n'est pas seulement juridique, les politiques, les administratives, mais pour faciliter, pour un code et pour un cadre légal, la première pour ta travail sur lui, c'est faciliter les procédures pour création d'entreprise. Vous savez, dans certains pays, on peut peut-être dans une journée créer une entreprise. En Haïti, on doit son mois pour créer une entreprise là. Aucun problème.
Aucun problème parce qu'il y a des gens qui demandent au pot de vin, il y a des gens qui demandent ceci, cela. Donc, il faut simplifier, et ça c'est administratif, ce n'est pas juridique, il faut simplifier les procédures administratives pour démarrer une entreprise en Haïti. Et là, le monde est pour Haïti, pour suivre un paquet d'autres pays qui arrivent, qui dans la même situation avec Haïti, ils citent, le monde qui a fait recherche la République dominicaine, la Jamaïque, le Vietnam, le Cambodge, le Maroc, le Rwanda, tout pays ont eu autant de difficultés avec Haïti. Donc, ils ont renouvelé deux bagailles, cadre légal des affaires et le code des investissements. Ça permet d'améliorer le climat des affaires. C'est deux bagailles pour moyen. D'accord? Et le moment que m'a dit, il peut être important, comment réformer le cadre des affaires dans ce pays. On va arriver sur le code des investissements. Je tenais à dire ça en particulier. Il faut réformer le cadre légal des affaires. Pour nous entrer dans la refonte du cadre légal existant. Pour qu'il soit pas refait le cadre légal existant, étant donné qu'il est considéré de texte de loi éparse, obsolète et redondant. Voilà comment on va s'y prendre. On va prendre tous les textes de loi, tout peut-être décret qui existait, qui est un petit peu éparse, qui est un petit peu obsolète, qui est dépassé, qui est un petit peu redondant, refait, comprendre, laissons rentrer carrément dans la réforme du cadre légal des affaires, et c'est ce que le ministère des Finances a fait. Malheureusement, le ministère des Finances prépare un document qui est aujourd'hui un vrai code fiscal, il manquait seulement bénédiction Parlement. Là, ils font un travail extraordinaire. Ils dit que la rentrée en application en 2024, là, ils dit 2024, parce qu'ils espéraient que d'ici la bien élection, au Parlement, le cas de déposer le code fiscal, ça, qui sera le vrai code fiscal haïtien, et pour vraiment résoudre le problème dans ce domaine d'impôt dans ce pays. Donc, pour un bon texte, c'était un petit peu épars, si on mettait ensemble, ils simplifié, ils retiré les obsolètes. Par exemple, le code ça, ce nouveau code fiscal, banque et ministère des Finances, éliminé, vient dire taxe ça, c'est tant. $1, $2, et il m'a dit $1. 5 gouttes, 10 gouttes, 20 gouttes. Ça fait des maths, on a inflation 400%. Cette taxe devient une taxe de nuisance. On va dépenser plus qu'on pourra collecter que le rapport. Vous y mettez dans le pourcentage, vous mettez d'une façon ce qu'on appelle ad valorem. C'est au moment de préparer le budget chaque année, il y a précisé qui montant. Il n'y a pas préciser le montant pour vous. Même pas préciser dans le code fiscal là. C'est dans la loi financière pour me préciser. Ça permet moi, chaque année, je vais une loi de finance. Chaque année, je vais une loi de finance. Je vais adapter. Vous comprenez? Donc, il est vraiment important là. C'est un point important pour la réforme du cadre légal des affaires. Le ministère des Finances fait un gros pas. Ils préparent l'autre code fiscal qui est un petit peu transparent, qui est un petit peu très flexible, qui est très facile d'application et qui est surtout difficile pour ne pas faire évasion fiscale, fraude fiscale, optimisation fiscale, évitement fiscal, rentrer là-dedans. Parce que nous autres, là qui est important. Il y a une étude qui menait, j'ai participé à cette étude. Chaque fois que l'État haïtien veut rentrer $100 et 100 gouttes, il peut rentrer 100 gouttes, il entre 45 gouttes, 55 gouttes là, il était dans la poche ou même. Ouais, mais code fiscal, c'est un petit peu. Pas dire que l'État haïtien va rentrer 100% de recettes douanières et fiscales, non? Mais la petite réduit, le rentrer 45 gouttes seulement, la rentrer jusqu'à 70 gouttes. C'est déjà une performance extraordinaire pour faire pression fiscale à passer de 9% à 30%. Si je dis, pendant ma parole, l'État haïtien, bon code fiscal qui permet que pression fiscale à passer de 9% à 30%, mon cher, c'est pas de bagages l'État qu'a fait, non? À condition vraiment, pas grand parlement, j'en parle mon habitude gagner, à condition pas gagner exécutif là, mon gars vole l'argent payé. Parce qu'en Haïti, on parle de vol de Petro-Caribé, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé dans les fonds du trésor public, côté de volet plus propre que Petro-Caribé. Ça fait en quelque part dans la loi de ce pays, il y a du président de la République là, au son minelier, pas gérer l'argent. Son pas que vous sont écrits. Et pourtant, ce sont des gens, grands intellectuels qui parlent belles français, qui font études dans la grande université. Depuis le président d'Haïti, il avait un vol, elle met un nègre dans le poste, sans porter que ça va être président. Dans ce temps, si nous faisons révision constitutionnelle, en quelque part, on écrit vraiment noir sur blanc que le président de la République est responsable de chaque centime qu'il a dépensé dans la caisse de l'État.
Ou n'y a pas foutu poursuivre en justice aucun président de la République, parce qu'il ne peut pas gérer de niveau. Et c'est lui qui met mon yo pour l'argent bas. On ne devait pas faire ça de cette manière. L'autre chose encore, pour dynamiser le cadre légal des affaires, le code des investissements, il y a la qualité des gens, surtout dans la fonction publique. Il faut résoudre ça. Il ne faut pas mettre n'importe monde sous base de népotisme pour rentrer dans la fonction publique. Ça, c'est un élément qui est important. Comprendre? Il y a une étude qui a été faite par une institution qui travaille sur les ressources humaines pour l'État haïtien. Il trouvait que dans l'administration publique, dans le paquet de monde qui travaille dedans, il y a une licenciation. Il dit, bah, chiffre là, il ne va pas changer. Mais pas normal. Évidemment, l'argent paye, mon trop petit, tout, c'est sûr. Donc, la fonction publique haïtienne, mes amis, dans l'aspect administration, il faut nous renouveler, il faut une fonction publique avec des employés à la fois qualifiés et compétents. Bien sûr, l'État a un geste pour le faire pour payer correctement. Ensuite, un obstacle politique qui est terrible pour mettre en application ces deux codes. Que ce soit code fiscal, et pas code fiscal, non. Que ce soit le cadre légal des affaires et aussi le code des investissements. C'est la corruption. La corruption dans ce pays, bon, bah ben fait discours sur lui, bah ben dire rien sur lui, vous connaissez tout. Il y en a qui disent que la corruption, son bail commencé depuis des salines, passant par Pétion, passant par les autres, passant par tous les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays. Donc, c'est un mal. Mais corruption avant péché, monde qui a fait business sérieux, vient en Haïti, nous pour aller en République dominicaine. Et pour combattre la corruption, non bonne bagaille pour faire. Mais ça m'a dit, il y a peut-être une éducation à la citoyenneté qu'il faudra faire. On a l'impression, quelque part, le citoyen haïtien n'existe pas. Nous n'avons pas fait instruction civique en pays. Nous avons beaucoup de problèmes. Donc, on a proposé dans le texte que j'ai écrit là, en matière de corruption, peut-être on ne va pas attaquer la corruption de fond, parce qu'au Cameroun. Mais il y a des choses qu'il est possible de faire. Par exemple, réalisation des audits financiers. Ou pas qu'à gombailler la douane, ou qui ton directeur passé font paquet de temps, et puis par exemple, il y a un audit, c'est au dernier moment dans des bacons, c'est ce mec qui est à la douane, et ça, le mal est déjà fait. Comment renforcer le contrôle financier dans les ministères? À l'intérieur du ministère des Finances, on va aller l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Même par contre, qui n'est qu'allé à la Paris. C'est là ici un problème. Je suis dit à Paris, là où est que l'Inspection Générale des Finances en France, c'est à l'intérieur du ministère des Finances. Mais on ne peut pas garder culture, une dimension culturelle, anthropologique, historique dans bagage. L'Inspection Générale des Finances, pas de droit à l'intérieur du ministère des Finances. L'Inspection Générale des Finances aurait dû être le bras armé du Parlement. Oui, qui peut regarder chaque dépense que l'État fait, s'il bien fait. L'homme était dans le ministère des Finances. Ça, c'est le ministre des Finances, ça tombe là. Mais sauvez là. Mais la dépense, c'est comme plutôt Caribé, pas besoin. Well, donc il y a plein de choses qu'il faudra faire, mes amis, pour contrôler la corruption. Je ne vais pas rester là-dedans. Laissez-moi avancer un petit peu, parce que c'est un gros chapitre pour nous aborder. Ensuite, donc, là, nous prenons code des investissements, il y a toute bagarre là. Mais ça, là-dedans, et surtout, ce sont les incitations. D'abord. Les incitations, si vous voulez démarrer, soit démarrer une entreprise, il y a 10 mois, 10 ans, 15 ans, ou pas payer taxes. C'est certainement bien. Alors que là, il y a la code des investissements, mes amis, c'est pas deux bagages, non, il y a un code d'investissement. Comment, en Haïti, son pays, il y a un petit temps comment on va l'accompagner, il faut le dire. Comment on va l'accompagner, les petites entreprises, il faut aider. C'est ça qui est dans le code d'investissement. Ils sont seuls qui est intéressant dans l'incitation. Et puis, mon avis, il prend incitation, il y a tout à l'heure, pendant 10 ans, il finit, il crée une autre entreprise, il a un autre nom, pour prendre l'autre incitation, pour ne pas payer taxes. Ça veut dire, je suis en train de dire que le code fiscal, le code des investissements en Haïti, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas qu'à mettre dans le code ça, comment vous allez faire pour accompagner les PME, les petites et moyennes entreprises, pour développer tête. Donc, je pense qu'il faut faciliter dans le code des investissements, ça, vite tout à l'heure, ça, pour ce qu'on a fait,
dans le code légal des affaires, oui. Comment que vous refondre, et un premier travail qui est fait avec le ministère des Finances, côté de son code fiscal, il y a entré toute là-dedans. Il finit avec, si vous voulez, cette dimension que j'ai appelée et le climat des affaires dans ce pays. Il y a ces codes d'investissement que je travaille un petit peu plus loin. Et dans le code d'investissement, ça, il faut dire ce qu'on va faire pour les petites et moyennes entreprises, pour aider eux. Donc, pour aider, vous faire une assistance non financière. Ça veut dire assistance non financière, mais mon a démarré en petite entreprise pour aider le fonds plan d'affaires, pour aider le fonds études de marché, pour aider pour information. On va les coaching, mentorat, on fait toute bagage ça pour aide qui parle aide financière qui aide. En même temps, tout met en place ce qu'on appelle un guichet unique. Le ministère du Commerce a essayé depuis plusieurs années pour mettre en place un guichet unique pour faciliter, si vous voulez, un monde qui a pu créer une entreprise en Haïti, vous n'avez pas besoin de monter dans DGI et le ministère des Finances, passer, etc., etc. Guichet unique, là, côté au campé, peut-être dans une semaine, il y a autorisation pour ouvrir business. On appelle ça un guichet unique. Il faut opérationnaliser le guichet unique là qu'on a tenté de faire depuis plusieurs années pour ne pas arriver à faire du tout. L'autre bagage encore, faut faire promotion, si vous voulez, investissement dans les régions. On va pas entrer là-dedans, tout cet aspect de développement régional, il faut vraiment nous insister sur lui pour nous voir comment on peut faire ça en Haïti. Ensuite, le problème de crédit. Mais il faut que des investissements te posé problématique crédit. Et on a deux dimensions pour résoudre ça dans le code des investissements. On a d'abord une obligation fonds banque commerciale. Une banque commerciale pas arriver dans une zone défavorisée, le ramasser pas mon après il garde mon dans l'enjeu, il dit non mon cher, ou pas de garantie, ou pas de collatéral, pas capter l'argent. Aux États-Unis par exemple, quelle que soit la zone qu'on banque vient installer, il faut obligation même 4 à 5% jusqu'à 10% l'argent pour rattraper, ramasser, il faut bailler sous forme de crédit dans la zone non. Ou quitter DGI, ou quitter SOG Banque, Unibank, l'autre vient ramasser pas national là, il faut qu'il y ait l'argent. Il a fait business avec tête, avec Zambie, il n'a pas réinvesti dans l'économie. On ne peut pas tolérer ça. Code des investissements, pas tolérer ça. En tout cas, même si ce n'est pas dans le code des investissements, on va le reprendre, on va le réécrire, loi sur les banques. On a utilisé avec qui loi sur les banques, mais nous, ça. Avec qui loi sur les banques, toute banque qui est chita dans le Parlement. On dit, il n'y a pas un député, c'est sénateur, c'est eux-mêmes qui ont qui loi. C'est l'histoire. C'est un pays terrible. Depuis, et les banquiers qui étaient dans le Parlement, ils avaient écrit et loi sous banque là pour bon, pas ceux qui en bas, les députés, les sénateurs. Mais loi sous banque ça, et si nous avons mis télé, et après, il y a deux bas, mais les après qui loi le devant, pour m'écrire le retirer, le pas retirer le devant, elle tourne dans la banque centrale, il monte la banque centrale, elle facile. Il met deux bagages dans la loi ça. Pour le mettre loi sur les banques, mais son banque privée et dans la zone Carrefour ou bien bah, on est la salle, n'importe côté l'ont installé, mais il y a 10% de dépôt qu'on prend pour bailler, pas pour faire carte de noix, c'est son banque commerciale, l'argent pour bailler sous forme de crédit. Ah, mon cher, dit que je vais mettre bail, il va dire, hein. Elle va la monter tourner dans la banque centrale, c'est facile. Mon deuxième bagage, c'est facile. Là, au monde, bon, collatéral dans la banque, mais si on mourit, collatéral a tombé. Parfois, pas l'argent pour faire enterrement. Parce que l'État ouvert compte là, et conjoint, et côté que, non pas compte conjoint, non, sans compte côté que les bails ont autorisation sous Canelli, mais immédiatement qu'on mourit, autorisation tombe. Moi, je dis, monsieur, pas faire comme ça. Si mon nom mourit, moi, retirer petit corps pour payer enterrement, et puis qu'on y a héritier à Vinder, reste là. La gueule est facile. Voilà ce pays, son pays terrible, il faut qu'on parler là. Pour changer le pays, ça, mon cher, il faut lever bonnet et au Cameroun. Donc, fort banquier, j'étais en train de parler de la dimension crédit qu'on doit avoir dans le code des investissements. Mais l'État a deux petits bagages pour le faire, pas grand plus bagages pour le faire. Premièrement, là, faire dans la loi, banque, mettre que banque ta souris, vient dans zone, ramassons l'argent, il faut avoir au moins 10% sous forme de choses. Deuxièmement, il faut finalement, ils ont tenté de le faire à chaque fois par ce côté, créer d'abord une banque de développement. Et un fonds d'investissement. À chaque fois, m'expliquer comment on peut capitaliser banque de développement. Fonds d'investissement, même on n'y a pas occupé.
il faut dans ce pays un véritable fonds d'investissement avec diaspora, une banque de développement pour développer particulièrement la PME, pour aider au démarrer. C'est ça, je me dit sur point ça, je ne vais pas dire plus, je ne vais pas avancer. Et ensuite, évidemment, à côté du code des investissements, il faut généralement poser la problématique de la disponibilité des ressources humaines. Donc, un problème de ressources humaines dans le pays, il faut former les gens, il faut trouver un moyen pour former les ressources humaines. J'ai ça dans ma présentation, je vous enverrai le texte sur elle. Et il faut résoudre les problèmes structurels. Il y a un ensemble de problèmes structurels pour résoudre dans le pays. Là, ce n'est pas l'eau qui a bien résoudre vraiment. C'est pourquoi je n'ai pas voulu travailler seulement avec le vide juridique. Il y a plein d'autres choses. Parce qu'il faut avoir éliminé le vide juridique là pour bien développement, mais si on bonne notre bagage pas bien, on n'aura pas le développement. Par exemple, les infrastructures, il faut mettre les infrastructures en place. Le réseau routier, une énergie électrique qui va cher, qui est de qualité, la télécommunication, l'eau potable, l'assainissement, et ça, le transport. Donc, il y a toute cette dimension structurelle qu'il faudra mettre en place. Ce n'est pas seulement on doit gagner ou éliminer le vide juridique, mais si on n'a pas ça en place, il n'y aura pas l'équilibre vraiment, toujours en situation de déséquilibre. Vous comprenez? Et etc. On y arrive dans le point 5 là qui est vraiment important, c'est un point important, et c'est cette notion de concurrence qu'il faut faire. Donc, on quitte le plan, finir avec deux dimensions qui étaient vraiment importantes. Une, c'est le code des affaires. Et parce que un élément de base qui est important, c'est le code fiscal qui est finalement préparé, qui permet que mon paquet de lois et pas se mettre ensemble et éliminer ça obsolète là-dedans et fusionner. C'est ça que le ministère des Finances fait, là, seulement le Parlement, pour lui à déposer un véritable code fiscal, parce que son gros avancée qu'a fait dans le domaine des affaires dans ce pays, si on arrive avec un code fiscal au moins conforme. L'autre bague qui fait qu'il faut que j'aime fait, c'est ce code des investissements. On ne peut pas carrer les balles à code des investissements et finir par régler l'investissement, on ne peut pas légiférer son investissement. Donc, on ne peut pas obliger de légiférer son investissement. Par exemple, pour parler support, pour parler à petites entreprises. Et en particulier, comment on va mettre en place un système qui permet de un financement. Parce qu'en Haïti, on sait que banquier a peut-être le financer avec Zamine. Le marché financier haïtien ne finance pas l'économie haïtienne. Il y a le cinquième point à développer, c'est la concurrence. En économie, la concurrence décrit une structure de marché où vendeurs et acheteurs sont en nombre suffisant pour qu'aucun n'ait le pouvoir d'exercer une influence sur le prix. Dans ce cas, l'offre et la demande déterminent le prix d'équilibre du marché. C'est ça, il dit. Ça, c'est la concurrence. Mais nous n'avons pas ça. La loi sur la concurrence a là pour contrôler. Il faut une loi sur la concurrence dans ce pays. La loi sur la concurrence va vous permettre de contrôler, d'éliminer les accords à arrangements restrictifs entre entreprises, les affaires fusion-acquisition et surtout, ce qu'on appelle en finance, les abus de position dominante sur les marchés. Toute la journée, banque, diesel, affaires, abus de position dominante. Des pourtant des inflations augmentées, FAP, diesel monté pour banque maintenant doit imposer n'importe tarif, personne ne va pas parler. Ça s'appelle abus de position dominante. Il faut qu'on loi sur ça. Il faut qu'on loi sur ça. Il faut qu'on monde qui relève, dire comment se fait-il, la passer de tel bagage sur tel bagage, qui base ou fait calculer, montrer une base. Donc, loi sur la concurrence, on ne peut pas vraiment s'en passer. Ça tue le pays parce que presque tout le monde dans cette zone, il y a une situation, non seulement une situation de monopole, sont désolés, on fait ça, il faut une véritable loi. Si vous voulez avoir l'équilibre financier dans ce pays pour pays à développer, il faut une véritable loi sur la concurrence. Et il faut aussi l'autorité de la concurrence. Pas seulement loi, non? Il faut l'autorité de la concurrence, l'autorité à plat, pour appliquer loi. L'autorité de la concurrence intervient quand l'équilibre de la concurrence est faussé. Il faut les réprimer, il faut sanctionner. Bon paquet d'institutions dans le pays d'Haïti méritent sanctions. On va créer les unibanques. Le gouvernement Banque centrale de sanctionner ça pendant des dizaines de fois. On seule fois, les fonds chantiers, par contre, ça qui est passé, ça, il fait vraiment dans le pays comme nous, parce que leur sanction, c'est plusieurs millions de gouttes. On va demander 4 ou 5 millions de gouttes.
ils ont été faits sur le marché, j'ai l'impression qu'ils ont donné un prix qui vient fausser concurrence là, je ne me rappelle pas très bien l'histoire. Donc, il faut, mes amis, une loi sur la concurrence, il faut établir une institution qu'on appelle l'autorité de la concurrence pour venir aider nous en bas, tout le monde, ça va péter fier l'autre. À l'embarquer Dieu doit avoir autant prix. C'est vrai que l'inflation est de 50% et plus. Mais il y en a qui en profitent. L'autorité de la concurrence tape là, pédo. Non seulement l'autorité de la concurrence tape là, pédo, sous ta grande loi sur protection des consommateurs, bonbonnette. Bah, c'est ce qui va nous donner l'équilibre, mes amis, qui va permettre à ce pays d'avancer. Il faut une véritable loi sur la concurrence, d'un côté, et de l'autre côté, il faut qu'on soit capable de mettre en place les autorités de la concurrence. Et une loi sur la protection des consommateurs. Une association de défense des consommateurs a pour mission d'informer, de conseiller et d'aider les consommateurs à régler toutes les litiges qu'ils ont dans la vie quotidienne. Donc, il y a trois choses qui marchent ensemble, mes amis. Si nous voulons se rapprocher un petit peu de l'équilibre, avant, bien sûr, nous avons bien dit ça, après qu'on ait résolu le problème du cadre juridique des affaires, je l'ai dit clairement, comment résoudre le problème du cadre juridique des affaires? Mon premier élément qui est très important, c'est le travail que le ministère des Finances fait là, son travail extraordinaire qui nous permet finalement d'avoir un vrai code fiscal, côté le pont bonne loi éparse, les mettre ensemble, d'éliminer ça que tu dois éliminer, l'actualiser, le fait qu'il y a un véritable code d'impôt, et surtout ça qui là, dans le plus important, c'est éviter, c'est stopper les fraudes fiscales, l'invasion fiscale, etc. Évidemment, on va dire, ça c'est pareil sur le papier, oui, oui. Il faudra faire un travail au niveau de la fonction publique pour avoir des gens de qualité, des gens à la fois qualifiés et compétents, un petit peu pas tout à fait corrompus. En tout cas, même si on est corrompu, mais tu mets en place un système de contrôle, parce qu'on met un système de charger mon corrompu, regardez, même mon système de contrôle, ma contrôle régulièrement, chaque fois, moi, je contrôle, elles sont bloquées. Ce sont les systèmes de contrôle qu'il faudra mettre en place en quelque sorte. Donc, l'autorité de la concurrence, une loi sur la concurrence, une loi sur l'autorité de la concurrence, une loi sur la protection des consommateurs pour terminer l'autorité du marché financier. Bon, on ne va pas tellement parler de l'autorité du marché financier haïtien parce que le marché financier haïtien, finalement, est dû à un marché bancaire. Nous n'avons pas la bourse, nous n'avons pas le marché des valeurs mobilières et bon, on va pas gagner. Vous comprenez, on pas un marché à terme, il n'y a pas ce qu'on appelle le marché au comptant et le marché des produits dérivés. Et quand même, il faut commencer à penser à mettre en place l'autorité du marché financier haïtien, même si le marché financier haïtien, c'est surtout des banques. Il n'y a même pas une maison d'assurance, une bonne maison d'assurance. Donc, mes missions, ça me décale dire, parce que je ne peux pas parler trop de livres, parce que nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça. Mission, l'autorité, si vous voulez, ce qu'on appelle l'autorité du marché financier, missionner, c'est réguler, superviser, informer, interroger. La paix des mondes, avancer. Il y a une véritable mission, ça, informer investisseurs, assurer du bon fonctionnement du marché et surtout, la regarder, il ne pas permettre monde une situation de position pour une faire abus de position dominante. Okay? C'est vraiment important cette notion d'abus de position dominante. Ensuite, j'avance sur l'avant-dernier point, je crois, c'est le renforcement du cadre légal de la BH. Oui, il faut donner beaucoup plus d'autorité à la BH. Oui, la BH a besoin de plus d'autorité. Moi-même, les gouverneurs des banques centrales la plein, ils disent, même, on te de 150 gouttes pour $1, là, je regarde sur le marché informel, il est presque 170 gouttes pour $1. Oh, mais c'est parce qu'on manque d'autorité. Comment concilier le taux de référence de la banque centrale? Ce n'est pas un bon taux de référence. Je ne vais pas dire ça trop fort pour mes amis de la banque centrale. Ce n'est pas comme ça on détermine un taux de référence. Non, mais je fais comme si je ne comprends pas. Et la banque centrale donne son taux. Les banques commerciales ont eux-mêmes leur taux. Et le marché informel, non, il faut donner plus d'autorité à la banque centrale, à la BRH, de façon à ce qu'il soit capable d'augmenter son pouvoir réglementaire. Son pouvoir réglementaire, d'abord dans la supervision des banques. Ouais, on a parlé de banques au début, des banques qui entraient en faillite aux États-Unis. Je parle du banque de Los Angeles, qui c'est le Silicon Valley Bank, qui est entré en faillite parce qu'elle va respecter les normes micro-prudentielles.
je vais pas dire macro-prudentielles, il y a des normes macro-prudentielles, mais je parlais des normes micro-prudentielles. Lorsque direct ton banque, faut un niveau de liquidité, de façon n'importe le monde n'a de l'argent au bal. Faut pas prendre un risque à l'argent monde parce que l'argent va pour eux. Et faut gagner une structure de capital qui est optimale. Là, les banques centrales, elles font supervision, ça, elles regardent. Si vous voyez que vous prenez un risque avec l'argent pour vous, il faut banque centrale, qui pas pour vous, il faut banque centrale sanctionner. Par exemple, dans l'histoire récente, vraiment, ils sanctionnent un peu le banque, sauf une fois. Donc, dans le cadre de la supervision des banques, et surtout dans la gestion des principes ou des normes microprudentielles, et les normes microprudentielles, je répète plusieurs fois la salier, eh bien, il faut regarder si le banquier a fait travail. Il faut banque centrale en mesure de contrôler le marché informel du dollar, là, très difficile. Parce que n'est qu'il en marché informel, parfois c'est même banquiers, ce sont des gens puissants. Et ce sont des gens qu'on ne peut pas contrôler comme ça. Mais de toute façon, on a un renforcement légal là, et puis il y a tout aspect institutionnel là, on a le travail sur eux, pour respecter la Banque centrale. Ensuite, et les maisons d'assurance, les compagnies d'assurance, les banques centrales, peut-être pas mentionné suffisamment, je ne l'ai pas mentionné en haut, dans la chaîne des lois qu'on va devoir créer, eh bien, il faut qu'on crée aussi une loi pour les compagnies d'assurance. Compagnie d'assurance dans le pays, mes amis, sont gros bagages. C'est dans la compagnie d'assurance qu'on retrouve ce qu'on appelle les réserves mathématiques d'un pays. Compagnie d'assurance, ça sont gros bagages. L'économie haïtienne et américaine est en train de se développer grâce aux investissements faits par les compagnies d'assurance dans les entreprises. Compagnie d'assurance, on va y ramasser en pile l'argent. Pas une compagnie d'assurance qui est déficitaire dans le monde. Ou pas qu'en Haïti, c'est des compagnies de réassurance qu'on gagne. Il faut créer une loi pour gagner de véritables compagnies d'assurance pour que l'épargne nationale qui a l'assurance là, il parle dans le pays étranger parce que les maisons d'assurance qui en Haïti ramassent l'argent, c'est comme si son domestique ils ont porté l'argent by compagnie d'assurance à l'étranger. Comme ça, tu as dû rentrer dans la banque, les frères là pour ramasser l'argent pour l'ambassade américaine. Les frères ramasser l'argent pour l'ambassade américaine balle 2% dans l'argent, et c'est fini. Ou pas qu'à une maison d'assurance dans le pays, alors qu'on sait les assurances, mes amis, c'est pas seulement la banque à crédit qui développe un pays. D'ailleurs, aux États-Unis, le secteur bancaire n'a pas vraiment développé. On va comme ça. C'est peut-être en Europe, un système secteur bancaire là, bah, crédit à l'économie. Mais aux États-Unis, c'est pas ça. Ou sur le marché boursier. Ou à prêter l'argent, ou à mettre action, ou à mettre obligation. Ou bien encore, faire une maison d'assurance, financer, ou bien investir la caillou. Tant que l'ONA, mais en Haïti, vous ne faites pas l'an l'ONA a un paquet l'argent, au lieu de moun qui prend la retraite 3 000 gouttes, 4 000 gouttes, il y a n'importe 20 000 gouttes, je dis, pendant pas la voilà. Si l'argent l'ONA, c'est bien placé, c'est bien investi, mais malheureusement, mal investi. Well, donc, il faut une loi sur les assurances et sur les quasi-banques aussi. Tout à fait. Ce que j'entends par quasi-banque, c'est l'ONA son quasi-banque. Mon quasi-banque, c'est pas une banque qui recevra des dépôts et qui baille crédit, c'est un bail qui fait une embauche. C'est-à-dire que recevoir, par exemple, les cabailles crédit, mais il fait dépôt, il va faire les deux. Donc, il faut une véritable loi sur les maisons d'assurance pour permettre au pays, il y a de vraies maisons d'assurance qui pourraient ramasser l'argent dans le pays. C'est peut-être qu'il y a un pile d'argent qui accumulé dans toutes les maisons, dans toutes les compagnies d'assurance dans le monde entier, il y a un pile d'argent. Et puis, il faut une loi parce que je regarde n'importe où en Haïti, démarrer ou déclarer une maison d'assurance. On doit prêter l'argent, on doit acheter une machine dans la maison. Les filles du faut une assurance, les filles du maison qui a une machine, les filles de l'assurance pas. Ça va pas faire comme ça. Donc, il faut une véritable loi sur les assurances pour ramasser tout l'argent d'assurance là et pour investir dans l'économie. Et renforcer le cadre légal de la Banque centrale, on va parler de plusieurs banques en même temps, je m'excuse. Donc, il faut que l'APLA pour superviser les maisons d'assurance, compagnies d'assurance, l'APLA aussi pour superviser les coopératives d'épargne de crédit. Donc, il faut renforcer la position de la Banque centrale pour toutes ces raisons. Et je termine, presque terminé, le code bancaire. Il faut un code bancaire. Pas qu'il y ait un code fiscal, pas qu'il y ait un code des investissements, pas un code bancaire. Il n'y a pas de code bancaire en Haïti. J'ai un ami, un spécialiste qui s'appelle Nicolas, et qui a travaillé à la Citibank aux États-Unis, et même en Haïti. Il est en train de préparer un code bancaire.
Donc, c'est un économiste de son État. Et il travaille très bien. Bon, on connaît que dans le pays d'Haïti, nous ne pas chercher mon connaît, mais c'est quelqu'un qu'on aurait dû voir, consulter pour préparer le code bancaire haïtien. Vous comprenez qui est important ce slogan? Par exemple, là, on dit code des investissements, code fiscal, code bancaire, le code douanier, c'est important parce qu'il y a un paquet de textes de loi qui codifiés. Et ça qui est important dans le code, il a éliminé les doubles emplois. Il a éliminé les redondants. Il a éliminé les choses qui pas fait sens. Il a fini leur consulter code là, une certaine flexibilité, ou par exemple, l'on loi, ou pas par l'on l'autre loi pour le même bagage là. Les rend plus efficaces, code là rend plus efficace, il rend plus efficient, il permet d'augmenter la productivité. Il faut avoir un code bancaire. De même, il faut un code code fiscal. Et je profite de passage pour remercier et faciliter nos amis du ministère de l'Économie et des Finances qui ont compris la nécessité et pour faire code là, et l'État haïtien, pas de dépenser comme bien en vain, de fait que vous voyez aux États-Unis ou bien en France à l'étudier. Ils sont retournés, ils sont en train de rendre à la nation, ça doit à la nation, hein, préparer un véritable code fiscal. Donc, code bancaire, il y a un spécialiste qui travaille là-dedans, nous avons un même qui travaille là-dedans. Dit que code bancaire, c'est Banque centrale qui prend le leadership là. Et puis, il élimine tout, il baille tout loi. Si vous voulez les textes, pas mon après toute loi qu'il a donné, car il y a déjà un paquet, une vingtaine de lois qui concernaient la banque. La loi du 16 septembre 1963 et la loi du 19 août 1979. Nous sommes sur même une vingtaine de lois là, de 4 juillet 84, de 85, un paquet de lois qui concernaient directement ou indirectement la banque. Donc, M. Pavard, un code bancaire. Donc, nous avons demandé que, bon, nous avons souhaité que, bon, si banque la bataille nous fait pour eux, vous voyez les spécialistes là. Et M. Nicolas, et qui sont spécialistes là-dedans, qui sont économistes, et dans le secteur, dans le domaine de la banque, pour aider nous faire code là pour Banque centrale, un véritable code bancaire, pour compiler toute loi. J'en dis là, mon paquet de bagages qui fait, c'est pas seulement un travail de compilation, il faut travailler la transparente. Document l'ELNAM, on a servi d'une façon transparente. Ça permet de faire un paquet d'économie de temps, de mouvement et autres. Donc, il faut le code bancaire haïtien qui permet de rationaliser davantage les secteurs bancaires dans sa dimension banque centrale, banque commerciale, maison d'assurance et autres. Donc, voilà ça. Donc, pour terminer en conclusion, qu'est-ce que j'ai dit en conclusion? La stabilité du système économique et financier implique l'existence et la mise en application des lois, des normes, des procédures. Et aussi une administration efficace qui, du point de vue institutionnel, fonctionne dans la transparence, la reddition des comptes, avec un souci permanent de combattre la corruption. De plus, la mise en œuvre des lois, des normes, des procédures administratives et autres, la réduction du vide juridique est une condition incontournable pour un bon développement et le fonctionnement des PME en Haïti, seul capable d'engendrer le développement économique et social d'Haïti. Merci pour votre attention. Merci. Je suis arrivé à la fin. Alors? Merci beaucoup. C'était vraiment de l'apprentissage pour nous autres et vraiment une superbe présentation, parfaite présentation de vous. Nous avons appris. Je vous envoie le texte pour que les gens puissent regarder. Ils comprennent mieux. Merci. Good. Donc, comme ça, nous avons pu comprendre que vraiment, le développement d'Haïti passe par un ensemble de changements. Il faut modifier certaines choses, il faut combler certains vides. Et en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était tout d'abord par rapport aux hypothèses. Dans un premier temps, on a formulé des hypothèses sur le cadre légal des affaires en Haïti, le cadre de l'investissement aussi, par rapport à ces actifs et qui n'arrivent à rien changer vraiment. Et le professeur nous a fait des propositions, par exemple, de la simplification des procédures pour la création d'entreprises en Haïti, et surtout, il y a l'aspect administratif qu'il faut prendre en compte. Il faut parler aussi de sa proposition quant à
la réforme du cadre légal des affaires, un cadre légal obsolète, parfois avec des redondances et tout. Donc maintenant, on a vu qu'il faut, eh bien, aussi arriver à un code fiscal parce que le Rousseau nous a dit dans un premier temps, lorsqu'il a parlé de la croissance, pour arriver à la croissance, il faut donc un ensemble de changements pour que l'État soit performant dans sa charge. Et il faut donc un code fiscal comme proposition parce que normalement, selon le docteur Edith Aboussière, il y a donc jusqu'à présent une compilation de textes. Donc, c'est un ramassé, comme il a dit dans ses propres mots. Il y a un ramassé qu'on peut qualifier de code fiscal aujourd'hui, mais ce n'est pas un code fiscal vraiment. Donc, il faut un code fiscal avec tout ce que ça doit avoir. Il faut un code de l'investissement et puis il faut résoudre le problème du cadre juridique des affaires. Il faut pouvoir arriver à un système de contrôle effectif et surtout, en troisième position, il nous a parlé de qu'il nous faut un cadre, un code bancaire. Voilà. Donc, c'était vraiment un moment excitant. Donc, pour moi, c'était une chance de pouvoir apprendre du docteur. Donc, maintenant, nous sommes mieux armés, n'est-ce pas vrai, pour aborder les questions de changement en Haïti, la question de croissance. Donc, comme ça, nous allons quand même passer à une autre phase dans la journée d'aujourd'hui. Nous allons surtout tenter de prendre les questions. Dans le chat, je vois qu'il y a pas moins de 4 questions. Je vais les prendre rapidement. Dans un premier temps, il y a l'auditeur Anthony Aluno qui nous a remercié, n'est-ce pas vrai, en disant que c'était une formidable présentation et il a profité pour poser des questions. Dans un premier temps, il a dit comment l'association des économistes haïtiens peut aider dans le problème du vide juridique, puisque ou bien nos dirigeants et nos parlementaires sont incompétents, bon, c'est son mot, ou bien ils sont de mauvaise foi, ou bien ils sont frappés par la corruption, bon, ce qui les empêche d'agir. Donc, c'est en quelque sorte la première question de l'auditoire. OK, je peux répondre? Oui, Alors, oui, oui. Oui, bon, bon, je dois vous dire, depuis la période de la crise, cette crise que nous traversons, la HE n'est pas capable de travailler comme il faisait ça avant. Donc, nous sommes vraiment un petit peu écartés. Enfin, pas écartés, mais c'est tout le pays qui se trouve handicapé avec cette crise. Et oui, la HE a une responsabilité, non seulement dans le cadre juridique, la HE a la responsabilité d'offrir à la nation un modèle de développement qui va même au-delà du cadre juridique. Parce que notre job, en tant qu'association haïtienne des économistes, c'est de faire des propositions aux autorités. Mais malheureusement, dans le passé, lorsqu'on fait des autorités, des recommandations, les gens ne vous écoutent pas. Mais nous sommes là et nous sommes encore là pour aider. Parce que nous sommes une association qui sont là. Nous sommes là pour dans le domaine de l'économie, il faut qu'on soit capable de faire des propositions. Je me rappelle, dans le domaine budgétaire, nous avons fait énormément de propositions. Aujourd'hui, ce n'est qu'en 2022-2023, pour la première fois, le ministère des Finances est en train de venir avec ce qu'on appelle le budget programme. Mais c'est l'association qui avait initié au niveau du Parlement la nécessité de mettre en place un budget programme. Le budget qu'on a actuellement, c'est un budget de moyens et c'est un budget qui est voté, comme elle dit dans la Constitution, par titre, alors que le budget programme, c'est un budget qui non seulement est voté par programme, mais il faut mettre en place les programmes de performance. Les budgets à venir, pas dépenser ou pas le dépenser. Il faut dire exactement ce qu'on va le faire. Et lorsqu'on dit ce qu'on va le faire, il faut mettre en place
les normes de performance. On fait 100 km de route, on peut expliquer à l'intérieur d'un programme. Donc, nous avons été à l'origine de la mise en place du budget programme. Et heureusement, moi, Banque Centrale et Ministère des Finances a fait le premier plein, le premier pas, mais il y a énormément d'exigences pour mettre en place un budget programme. D'abord, il faut un plan stratégique de développement. Le ministère des Finances a cessé, et le ministère de la Planification a cessé de faire des plans stratégiques. Donc, bien content que nous parlé à mettre en place le budget programme, mais le budget programme a faussé à la base. À la base, il faut ça à la base parce que le budget programme est une émanation d'un plan triennal ou bien quinquennal de développement préparé par le ministère de la Planification. Et non seulement ça, il faut que vous soyez en mesure d'avoir les chiffres nécessaires. Aujourd'hui encore, j'ai écrit un article que je publié dans les médias sociaux. On dit la sincérité budgétaire et le budget programme. La sincérité budgétaire, puis l'État vient faire mettre dame, mon Dieu, que la telle recette, et puis il va gagner. On appelle ça la sincérité budgétaire. Il faut que les chiffres avancés par l'État, par le gouvernement soient sincères. Et c'est un drame dans ce pays, cette notion de sincérité. Il y a tellement de choses qui empêchent cette société. Donc, je reprends. Nous sommes un petit peu pas tout à fait actifs actuellement avec la conjoncture, je ne peux pas mentir. Mais nous avons l'habitude de faire des propositions à la nation, peut-être qu'il va faire un peu de bruit. Et encore une fois, vous revendiquez que ce que le ministère des Finances est en train de faire actuellement, mettre en place un budget programme, même s'il n'a pas les moyens pour le faire, ça a été une idée de l'Association haïtienne des économistes, et nous avançons avec ça. Et vous va bien inquiéter, nous allons expliquer exactement ça. Mais le fait que, pour des raisons de corruption, ils ont éliminé la possibilité pour le ministère de la Planification de préparer un plan stratégique de développement et que budget annuel, budget programme, ça tape en tranche annuelle d'un plan quinquennal, mais le fait qu'on n'a pas un plan quinquennal là, le budget programme faire son bluff, et en plus de ça, pas de sincérité dans le chiffre là, parce que les recettes que le ministère des Finances dit va faire, pas qu'à faire, parce qu'il n'y a pas un bon code fiscal, voilà. Il n'y a pas qu'à combattre évitement fiscal, fausse fiscale, évasion fiscale, et même dumping fiscal avec la République. Donc, nous sommes là. Et je ne dirais pas à l'image du pays, nous allons travailler, mais le contexte nous tue. Voilà. Je prends votre question, s'il y a une autre. Alors, il y a une question, bon, en partie, je sais que vous avez déjà abordé ça, effleuré ça. Quels sont, selon vous, les changements à apporter dans les lois fiscales pour amener à une croissance économique en Haïti? Et puis, voilà, il faut les... Bon, il faut changer deux lois en particulier. Le code fiscal. Le code fiscal, la forme moyenne vraiment. Forme moyenne dans le code fiscal. Dans le code fiscal, la suspend dit mon mais incitation pour va aussi une installer en Haïti. Yo pas vini et ça qui vini yo prend taxe pas payer les filles fait ou avec. Là du côté mettre éliminer code des investissements pas servir rien. Il faut code des investissements haïtiens parler d'investissement. Et si je dois parler d'investissement, c'est effectivement comme on parle des PME qui pas gagnent une banque à prêter l'argent démarrer dans les affaires. Comme on a payé un pays qui a autant de chômeurs, côté où joindre l'argent pour démarrer dans les affaires. C'est l'entrepreneuriat qui a aidé. Donc, il faut tout bas soit inscrit dans le code des investissements. Il faut l'État dire comment il va le faire et même toujours expliquer l'État comment pour faire une banque, un fonds d'investissement, une banque de développement. C'est un président qui a assassiné à l'CFA. Mais amis président ont fait. J'encourage le président fait, il fait tous les amis président passer derrière côté comme dans la banque là, ou même on pas même qu'on existe encore. Et banque là, et puis banque la case. Amis oui. Amis président, il y a pas encore. Tant qu'on bonne comme dans l'autre là, il fait pas moi mettre. On a qui prend 64 millions de dollars et 64 millions de gouttes. Il va me mettre 5 hommes. Vous comprenez? Donc, loi pas suffisant, il faut les hommes. Il faut des vrais patriotes. Nous n'avons pas de vrais patriotes. Tout c'est l'argent à faire. Et vérifier ça à Saint-Domingue. Après, des nègres qui étaient ministres, premiers ministres, directeurs généraux, mais gros, c'est qu'un nègre, député, sénateur, mais gros, c'est qu'un nègre, mettez l'envoyé. Ils investissent dans le business dominicain, ils n'ont pas investi en Haïti. Mon cher, la notion de citoyenneté, moi, je n'ai même envie de parler d'économie. Parce que pour résoudre les problèmes économiques, il faut d'abord résoudre les problèmes politiques. Pour résoudre les problèmes économiques, il faut avoir en face de vous un vrai citoyen ici. Comment voulez-vous un citoyen qui habite dans une zone et qui kidnappe dans une zone?
Un problème. Un problème. On a kidnappé un monde qui semblait, parfois misérable, même avec lui. Les filles a demandé le rançon. Ouais, un problème dans le pays. Nous avons beaucoup de problèmes. Il faut résoudre tous ces problèmes. Le problème pays, il n'y a pas d'abord un problème politique et économique. Nous sommes dans un pays où la politique surdétermine l'économie. Il faut que vous soyez capable de résoudre les problèmes politiques d'un côté, d'insécurité, de stabilité aussi. Et par contre, ce qu'on va faire dans le domaine de l'éducation, et venir avec notre citoyen haïtien, un citoyen qui est vraiment responsable, n'est pas le voler caisse comme dans l'État et puis pour traverser Saint-Domingue avec nous. En pile fait lui. On va saisir. On va saisir. OK, donc je ne sais pas s'il y a une troisième question. Celui de la partie là tout à l'heure, je ne suis pas vers 11h30, et je dis 11h30, mais à 11h49. Je ne sais pas si je peux prendre les deux autres questions. Allô? Allô? Oui. Donne-moi les deux autres. Oui, on a deux autres questions. OK. Bon, pour moi, ça c'était déjà répondu. Notre loi fiscale est-elle établie en fonction de la Constitution de 1987 qui exige la prise en compte de la décentralisation dans l'élaboration de la loi fiscale? N'est-ce pas là une des causes de la mauvaise utilisation des recettes fiscales et des ressources nationales? Bon, ça, sont gros questions, sont belles questions. La dimension régionale. Constitution fait obligation que ça a fait dans le pays, faut et les autorités locales participent à que ce soit au niveau des départements, des sections rurales, sections communales, départementales, nous, c'est pas ça que je fais. Donc, on n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts pour mettre en place ça que la Constitution en matière de gouvernement locaux. Ouais? Donc, il n'a pas tenu compte de toute cette dimension fiscalité. Bon, forme de tout. Et fiscalité dans la zone, ça, est très faible. Et on ne peut pas même développer, on est obligé de développer ça une péréquation. C'est-à-dire que c'est pas au principe, plus assiette fiscale, il est obligé de point pour aller dans la région. Mais avant même parler de fiscalité décentralisée et dans les régions, il faut peut-être qu'on soit capable de lancer le développement des régions. Et là, on y a dans le plaidoyer que m'a fait, dans le code des investissements, il faut aider les gens qui ont investi dans les régions, dans toutes les régions de la République, pour aider les gens à accompagner eux, pour commencer le développement. Là, ça qu'on y a venu par les fiscalités, parce qu'il y a une richesse à créer, il y a une valeur à créer, ou qu'à faire et payer ça pour payer, mais il faut qu'on travaille qui fait. Et c'est nous tous qui pouvons faire le travail là. La première bail qui peut faire, on ne peut pas quitter ton banque, ramasser comme dans une zone, il ne faut pas prêter 50 là-dedans. On ne peut pas quitter l'État, pas mettre un fonds d'investissement. Un pays dans cet Haïti, il a besoin de fonds d'investissement. Il y a un plus jeune garçon, jeune fille qui a des très belles idées, qui a développé le business, mais on ne va pas rien. Il y a un pendant ma parole là, qu'obligé d'entrer dans le bandit. Le pays n'a pas aidé. Je ne suis pas en train de dire que le pays n'a pas aidé de frontières dans le bandit. Non, il n'y a pas ça, non, dit. Si ça a été fait, il faut éviter nos phénomènes bandits qu'on a vécu. Donc, décentralisation, oui, il faut décentraliser. Oui, l'ordre développer le pays, il faut développer dans toutes dimensions, dans toutes les régions. Oui, il faut accompagner les gens dans la région parce que pour le moment, il n'y a pas de capitalisation, pas de l'argent qui permet de démarrer. Oui, il faut encourager les investisseurs qui parlent dans la région à investir. Au lieu de des incitations pour créer un business dans Port-au-Prince, plutôt des incitations à gens qui parlent dans la région pour créer un business. Et s'il le faut, l'État. Aider, monsieur Egonde qui vient en Haïti, ça fait longtemps. Hein. Ça fait peut-être presque une vingtaine d'années qu'il vient établir une usine qui va faire baleine. Monsieur arrivé au ministère du Commerce, mes amis, tellement donné que ça a pas de vin, monsieur jeté dans la République dominicaine. Mais il arrive à la République dominicaine, ça comment c'est passé. Mais dans la zone de l'aléa, mais la banque est ton petit corps. Il fait monsieur cadre dans terrain pour le monter business. Monsieur a fait baleine en République dominicaine, il fait l'exporter au Haïti. Mais c'est toute bagage ça pour gagner, donc il faut l'État exister. Quand si on te dit non, l'autorité de l'État n'existe plus, il faut tourner à l'État dans le pays. Vous comprenez? Donc, décentralisation, oui, et le jour où le pays d'Haïti a développé, ça se fait, s'il pas développer à partir de Port-au-Prince, ça développer à partir des régions, parce que les régions ont pile potentialité, ont pile monde, des ressources humaines qui a, qui prêt pour travailler, bien que grand pays commence à quitter nous, dans un pays étranger. Donc, la décentralisation, la fiscalité, ça marche ensemble, mais actuellement, c'est pas comme ça. La fiscalité, vraiment, c'est à Port-au-Prince que nous vivons ça. Oui, bonne dernière question. Non, mais. Donc, la dernière question, c'est, selon vous, le pouvoir réglementaire de l'exécutif
qui interprète à volonté la loi fiscale, n'est-elle pas là la cause principale de la corruption en Haïti? Oui. Bon, corruption est racine. Si on regarde la corruption en Haïti, il faut regarder les racines historiques, il faut regarder l'anthropologie, il faut regarder la sociologie, il faut regarder les pays à développer tout. Donc, ce n'est pas seulement la loi fiscale, là seulement. Et pour elle, il faut regarder peut-être, ils sont toute une tradition haïtienne, ceux de là depuis Dessalines. C'est Dessalines qui dit, les frères qui sont en Afrique, on ne va plus rien pour eux. C'est Pétion qui dit, voler voler l'État, ce n'est pas voler. Il y a un qui dit, et plus même pour là, pas quitter le relais. C'est tous les élans. Il y a les gens qui ont eu le procès de la consolidation dans ce pays. Le vol est contre l'embarras de l'État, et ensuite, je viens président. C'est comme son pays qui bat l'absolution à la corruption. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement une loi fiscale là et qui fait ça. Ce n'est pas seulement la même constitution. La constitution, ou bien quelque part dans la loi de la République, il dit que le président de la République là, il ne peut pas gérer l'argent. Il va regarder ça. Donc, corruption, c'est-il là. Il va le nommer ministre, il va le nommer directeur, ceci. En belle figure, il va mettre un ministre, directeur. Donc, il y a des gens qui composent de direction. Mon qui va le poste, ça m'a dit le temps pour lui. Bon, on qui va le directeur, l'ONAM, tu as expliqué ça, mais comme demandé, puis il va le job directeur. Donc, la corruption, mes amis, est partout et c'est ça qui tue le pays. Et c'est ça qui empêche les jeunes garçons, jeunes filles, faire un bagage pour lui avancer dans le pays. La corruption est partout, sous toutes les formes, mes amis. Donc, je m'excuse, je ne sais pas. C'est terminé, j'espère que c'est terminé parce que je dois partir. Et je vous remercie donc d'avoir pris du temps pour entendre ma présentation, même si elle n'est pas parfaite, même faire ça, je suis capable, parce que je suis rentré dans un domaine qui n'est pas mon domaine. Et juridique, c'est du tout pas mon domaine. Et une affaire purement économique, ça aurait été peut-être un petit peu formidable, M. Termitus. Donc, je ne sais pas faute, mais c'est un pile ratement dans ma présentation. Parce que pas du tout, pas du tout. La présentation a été parfaite, donc on a eu vraiment... Comme d'habitude, lorsque je fais des présentations un petit peu partout à travers le monde en économie, mais là, j'étais dans un domaine, donc j'ai fait un petit travail et je pensais que m'attirer l'attention sur deux bagailles. Premier là, c'est demander pour jeunes peut-être à approfondir le cadre juridique des affaires en Haïti. Oui, il faut regarder le cadre juridique et surtout toute loi qui est dans le cadre juridique là, comment on peut mettre ensemble, nous cherchons certaines cohérences, compatibilité, comprendre? Et pour émonder, pour venir avec d'autres lois, parce que j'ai fait pas mal de production de nouvelles lois, surtout lois sur la concurrence, etc., etc. Donc, pour même fond de travail là que je fais là, c'est deux bagages qui sont importants, qui méritaient peut-être correction. C'est d'abord la Constitution, qui manque de textes réglementaires, textes législatifs là, mais textes réglementaires là, pas là. Et ensuite, c'est que mettre main sur un petit peu cadre juridique des affaires, et code des investissements, en particulier le code des investissements, qui a pile faiblesse, qui paye des mondiaux, qui n'en PME, joignent l'argent, ni encadrer, puis développer les affaires. Voilà. Voilà, donc notre série est bouclée, donc on a eu vraiment le haut privilège d'écouter Dr. Eddy Labossière. Maintenant, il faut dire que le sommet continue. À midi, on aura une autre session. Regardez dans vos emails pour voir à travers l'agenda le lien correct pour participer à midi à l'autre événement. Donc, quant à nous, nous disons vraiment bonne continuation à tout le monde. Nous remercions l'organisatrice, surtout Maître Luc Rebecca, déjà pour le rôle à nous attribué. Nous remercions le professeur Dr. Eddy Labossière pour sa présentation parfaite. Moi-même, j'ai appris tellement de choses. Je vais travailler, je vais proposer, je vais écrire sur ces dires ici. Donc, vraiment, c'était formidable. On a eu un bon moment. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que le docteur voulait dire vraiment une toute dernière chose? Et puis, on se dit à midi pour l'autre présentation, il est déjà 58. Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf pour remercier les gens qui se sont donné la peine pour m'écouter. Je remercie Mme Rebecca pour m'avoir invité, effectivement. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me fais lire.
Et je pense qu'en tant que citoyen, même si peut-être le pays a du paraît dans le pays, ben je suis là. Je suis là pour contribuer à permettre à pays ça à faire un pas en avant. Ce serait peut-être ça là. Et des pays à sortir en tête chargée que là. Et je pense que le pays a besoin de contribution de tous les citoyens distinctement et en fonction de leurs compétences, d'apporter leur contribution pour retirer le pays ça au fond de cette vague côté de là. Dans tout côté de là, c'est dans tout petit coup de main. Et mon dernier mot, je suis prêt à donner mon coup de main pour dire ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire pour retirer le pays dans ce fond de la vague. Même peut-être aller plus loin de la sorte qu'a demandé un économiste, si toutefois que le pays a tablé et des forces étrangères qui viennent aider, parce que les États-Unis ne disent pas capable, l'Union européenne dit pareil, la Fed dit pareil, l'OEA dit pareil, même les Nations Unies, par contre, ça va dire là finalement. Même il des idées, ce qu'on peut faire pour faire venir une force étrangère qui n'a aucun pays et vient aider nous résoudre le problème ça, évidemment, bien sûr. Pour nous faire quoi à terre, nous polis, pour nous recommencer tout ça, pour nous identifier toutes causes qui mènent nous là, aujourd'hui, pour ça pas fait encore. Voilà, merci bien. Donc voilà, merci à tout le monde qui se donne la peine de suivre avec nous. Et encore, je sais que vous allez être présents pour la session de midi. À très bientôt. On se revoit et surtout, prenez les suggestions du professeur, les recommandations, les propositions et on se dit à plus dans le processus de la croissance économique, dans nos efforts pour combler des vides juridiques essentiels pour arriver à un développement effectif d'Haïti. Donc voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Okay, bye bye. Merci bien. Monsieur Davintis, merci. D'accord. Bye bye à tout le monde.